Bonsoir à tous. J'hésitais entre bonjour et bonsoir, vous l'aurez entendu, mais je commence avec un bonsoir parce qu'en fait, il est bientôt 19 heures. Bienvenue, installez-vous confortablement. On est parti sur un sujet qui peut donner un petit peu mal à la tête un mardi soir à 19 heures, mais qu'on va essayer de rendre sympa et un peu dynamique. C'est le sujet de la défiscalisation, de la préparation de la retraite. Voilà, on est parti sur un format digital. Je vous laisse tranquillement prendre vos marques, prendre un petit calepin peut-être aussi. Je vous invite quand même à prendre de quoi noter. Ce soir, je suis accompagnée de Hugo derrière son clavier pour la partie modération. Donc, n'hésitez pas à le solliciter, à lui poser vos questions directement dans le chat, et également de Maxime, qui est un nouvel arrivant chez Mon Petit Placement dans l'équipe de conseillers et qui sera ravi aussi de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Petit point pratico-pratique, vous avez à votre disposition deux espaces. Un espace chat dans lequel vous me saluez tous et je vous en remercie. Bonsoir. Donc là, vous pouvez échanger entre vous avec Hugo et Maxime. Et il y a un espace aussi questions que vous verrez qui vous permet de poser des questions auxquelles vous voulez que je réponde en live. Et ça permet aux autres utilisateurs, si vraiment la question est très pertinente, de voter pour qu'elle remonte petit à petit. Moi, en tout cas, je vais suivre la presse et j'essaierai de faire quelques allers-retours sur cet onglet questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre à cet endroit-là. Et puis, de toute façon, je nous réserve un petit temps à la fin aussi du webinaire pour répondre à toutes celles auxquelles j'aurais pas encore répondu en cours de présentation. Et je le dis en effet à tout le monde, pour ceux qui nous quittent en cours de route, pas de panique, vous recevrez demain le replay du webinaire. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez automatiquement le replay le lendemain. Donc, pour ceux qui doivent partir pour un dîner, un footing, je sais pas, un épisode Netflix, vous inquiétez pas, vous aurez le replay. Je vous laisse encore une petite minute. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de s'installer. Ça me permet de me présenter aussi rapidement. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je m'appelle Valentine Demaison. Je suis la CEO de Mon Petit Placement et je suis ravie de vous recevoir sur ce thème qui est assez intéressant, quoique un peu technique, qui est la défiscalisation. L'objectif, c'est de faire un petit focus quand même sur une enveloppe qui est assez intéressante, qui est le PER, mais vous allez voir, plutôt que de juste vous parler du fonctionnement du PER, on va essayer d'avoir une vision un peu plus globale de qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut réduire ses impôts, et notamment pourquoi est-ce qu'il faut le faire avant la fin de l'année 2024. Eh ben, écoutez, je me lance. Donc, une nouvelle fois, c'est parti sur notre thème « Comment profiter d'une réduction d'impôt sur vos revenus de 2024, défiscaliser tout en préparant votre retraite », comme sous-titre de cette session. Déjà, une petite chose, c'est un élément important qu'il faut avoir en tête. Pour ceux qui déclarent régulièrement des revenus, peut-être que vous l'avez déjà, vous, bien dans votre mémoire, mais je le redis une fois, comme ça tout le monde est bien au courant. Les années fiscales en France sont du 1er janvier au 31 décembre et on paye les impôts sur les revenus touchés pendant cette année fiscale l'année suivante. Donc, en gros, quand je parle de réduire les impôts sur les revenus de 2024, c'est en effet comment réduire mes impôts sur ce que j'ai perçu entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, impôts que je paierai pour une partie en 2025. Je vois qu'il n'y a pas de son. Bon, j'attends un peu de voir si c'est juste Hervé. J'espère que c'est juste Hervé. Ok, super, je continue. Alors, c'est parti. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est bien simple. On va déjà vous parler un petit peu de la défiscalisation, un petit peu plus aussi du PER. Je vais vous aider à lire votre avis d'imposition parce qu'en fait, quand on décide de défiscaliser avec un PER, l'avis d'imposition est notre meilleur ami. Et ensuite, on va parler un peu de simulation pour aussi vous aider tout simplement à pouvoir vous projeter dans « Ok, ben, c'est bien de défiscaliser, mais ça va me faire économiser combien in fine à la fin de l'année ».
Comment défiscaliser en France? Donc ça, peut-être que certains s'y connaissent plus que d'autres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus irritées que d'autres de payer des impôts. Il existe des mécanismes pour défiscaliser ces revenus en France, pour essayer de réduire l'addition fiscale. Je vous les ai listés, pardon, ici. C'est les mécanismes principaux. Il doit sûrement en exister d'autres, mais en effet, si vous deviez n'en retenir que 5, les voici. Comment on défiscalise en France? On peut employer une personne à domicile, donc que ce soit quelqu'un pour faire le ménage, le jardinage, de l'aide tout simplement à domicile peut-être pour les personnes âgées, ou aussi tout ce qui va être de l'ordre de la garde d'enfants, donc la crèche, etc. Avoir des employés, vous en tant qu'individu et que contribuable, ça vous permet une défiscalisation de 50% de vos dépenses. Donc si vous avez payé une femme de ménage à hauteur de 500 € sur l'année, ben, du coup, ça vous fait une économie d'impôt de 250 €. On vous propose aussi, pour défiscaliser en France, afin de dynamiser un petit peu notre French Tech, d'investir dans des startups. Donc ça, en fonction de la société dans laquelle vous investissez, du véhicule d'investissement, etc., vous allez avoir des réductions d'impôts qui vont de 18 à 25% du montant que vous avez investi. Par exemple, si vous investissez 10 000 € chez Mon Petit Placement, en fonction, pas du coup dans votre contrat d'assurance vie. Si Mon Petit Placement était amené à refaire une campagne de financement participatif, et ben vous pouvez réduire aussi vos impôts de cette manière-là. Il y a une autre partie qui, en général, est assez connue, c'est l'investissement en immobilier. Donc là, ça va être des dispositifs comme le dispositif Pinel, Girardin, de Normandie plus récemment. Donc le but est de proposer aux contribuables français de défiscaliser en investissant dans le parc immobilier neuf français ou outre-mer. Donc ça, vraiment en fonction des programmes fiscaux, on va avoir plus ou moins de défiscalisation. On peut réduire de 12 à 21% son investissement immobilier sur ses revenus. On va pouvoir défiscaliser en investissant via un PER. Donc là, je vous ai mis un petit signe qui est un signe aléatoire parce que vous allez le voir, c'est la suite de notre webinaire. Ça dépend de plein de choses différentes et c'est pas aussi précis que juste un pourcentage de ce que vous avez investi dans votre PER. Et puis ensuite, il y a un mécanisme aussi assez courant et connu qui est celui de faire des dons. Donc en fonction de l'association à qui vous allez réaliser, auprès de qui vous allez réaliser ce don, vous pourrez déduire 75% du don réalisé ou 66% sans limite du don réalisé. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, parce qu'en effet, il y a ces 5 mécanismes-là, c'est que malgré tout, l'administration fiscale française a pris soin de plafonner ces réductions d'impôts. Donc, vous avez ce qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales en France à hauteur de 10 000 €. Et les investissements qui donnent lieu à défiscalisation qui vont y être soumis, ce sont les 3 de la ligne supérieure. Donc, quand on va employer une personne à domicile ou faire de la garde d'enfants, investir dans une start-up ou investir en immobilier en fonction des dispositifs, vous allez être soumis au plafonnement du coup des niches fiscales et donc vous ne pourrez pas économiser plus de 10 000 € d'impôts par le biais de ces investissements. Quelque chose qui est peut-être pas encore assez su, je ne sais pas quelle est votre tranche d'âge et si vous en avez déjà, mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez réellement réduire votre pression fiscale en France, il faut faire des enfants. Il y a quand même rien de plus efficace. Donc là, je parle vraiment avec une casquette de fiscaliste, au-delà de tout ce que ça peut impliquer d'avoir des enfants, parce que je sais que c'est souvent des grands bouleversements, mais quand même, d'un point de vue fiscal, avoir des enfants, c'est ce qui nous permet de réduire le plus la facture. Pourquoi? Parce que chaque enfant va vous rajouter une demi-part de votre quotient familial en plus. Et à partir du 3e, ça va même être une part supplémentaire par enfant. Donc, si vous avez par exemple 4 enfants, exemple classique, tout le monde a au minimum 4 enfants en France, ça vous rajoute 3 parts. Et donc, finalement, je vous épargne les calculs, même si tout à l'heure, sur l'avis d'imposition que je vais vous présenter, on pourra s'attarder là-dessus. C'est vraiment ça qui fait la différence. Il y a un autre cliché, enfin un cliché, c'est pas un cliché, mais il y a un peu une croyance commune autour du fait de se paxer ou de se marier pour réduire la pression fiscale.
c'est pas aussi simple que ça, puisque en gros, se paxer ou se marier, ça va permettre en effet d'avoir un foyer fiscal unique avec 2 parts. Mais si les 2 personnes ont exactement les mêmes revenus, ou en tout cas qu'il n'y a pas une grosse différence de revenus entre les 2 époux ou partenaires de Pacs, finalement, in fine, ça réduit pas la facture. C'est juste que l'impôt repose sur 2 personnes au lieu d'une seule. Donc ça, je suis désolée, mais ce sera pas une raison pour vous paxer ou vous marier. Ça peut en être une pour faire des enfants, mais en tout cas, en ce qui concerne le couple, sauf s'il y a des grosses différences de revenus, c'est un peu moins évident de faire ça pour réduire la défiscalité, enfin pour réduire sa fiscalité. Comme je vous le disais, nous on va se concentrer du coup sur la défiscalisation par le PER. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un tout petit peu le fonctionnement d'un PER. Donc le PER, c'est quelque chose qui vient c'est une enveloppe qui provient d'une centralisation opérée par le gouvernement en 2019. Donc avant la loi Pacte de 2019, il y avait plein de produits d'épargne pour la retraite différents. Il y avait le PERCO, l'article 83, le PERP, le Madelin, bref. Il y avait vraiment une pluralité d'enveloppes qui étaient proposées aux particuliers pour préparer la retraite tout en défiscalisant. Parfois, c'était obligatoire, parfois, c'était payé par l'employeur, parfois, c'était volontaire, etc. Tout ça a été balayé pour simplifier un maximum la visibilité sur son épargne retraite. Et donc, aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle le PER, plan épargne retraite, qui a plusieurs compartiments. Donc, on va avoir un seul plan épargne retraite par individu, enfin, en général, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais dans l'esprit de la loi, pour parler vraiment comme une juriste, dans l'esprit de la loi, le but était de créer un plan épargne retraite par personne, un plan épargne que chacun pouvait avoir à son nom, au sein de laquelle il y avait différents tiroirs, un tiroir collectif facultatif, un tiroir obligatoire quand par exemple c'est payé par l'entreprise et un tiroir individuel qui permet de moduler un petit peu sa retraite quand on le souhaite. C'était vraiment la grande nouveauté parce que jusqu'ici, on n'a pas réussi à le faire sur l'assurance vie, mais sur le PER, ça a été entériné dès le jour 1 de la sortie de cette enveloppe. C'est la possibilité de transférer toutes les enveloppes et tous les produits d'épargne qui ont existé par le passé au sein du PER. Donc ça, c'est quand même une grande libéralisation de l'épargne retraite en France, puisque auparavant, c'était assez difficile de pouvoir choisir auprès de quel établissement on allait garder son épargne pour la retraite, ce qui pourtant est un projet quand même d'ampleur à l'échelle d'une vie, notamment vu les chiffres et le système de retraite qu'on connaît avec toutes les difficultés qu'il a. Donc ça a été un grand renouveau. On peut essayer de faire le ménage, d'avoir une enveloppe unique avec différents compartiments, avec un seul interlocuteur, etc. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a décidé d'aborder avec vous, c'est le PER individuel. Donc, nous, en l'occurrence, on va vous parler de ça aujourd'hui. Mais sachez que la logique est celle-ci. On a un PER qui est capable de venir accueillir différents compartiments et l'objectif est d'en avoir un seul qui centralise toutes les différentes stratégies qui ont été faites par le passé. Le PER, plan épargne retraite, son nom l'indique, l'objectif dans l'esprit de la loi toujours est de préparer sa retraite. Pourquoi est-ce que c'est dit comme ça? Parce que vous allez le voir dans les caractéristiques de l'enveloppe, tout est fait pour vous aider à préparer votre retraite. Et notamment, une chose qui va être assez presque inhibitrice, mais qui peut marcher, c'est le blocage de cette enveloppe. Donc, en effet, tout l'argent que vous allez investir sur l'enveloppe PER est normalement bloqué jusqu'à votre retraite. Il n'y a quand même pas beaucoup de meilleurs, enfin c'est quand même la meilleure assurance pour être sûr que vous préparez votre retraite, c'est de vous dire tout ce que vous mettez dedans, c'est bloqué jusqu'à votre retraite et donc comme ça, vous êtes assuré d'avoir au moins ce matelas-là le jour du grand départ. Il existe évidemment, on a gardé un tout petit peu de souplesse des cas de déblocage anticipé, ce qui va être le cas, enfin
la plupart des cas de déblocage anticipé, je ne vous les souhaite pas puisque ça va être des situations de surendettement, de décès du conjoint, d'expiration des droits au chômage, donc des choses que, bon, on n'a pas trop envie de connaître dans sa vie. Mais il y a quand même un cas de déblocage qui est intéressant et qu'il faut avoir en tête, c'est le déblocage pour acquisition de la résidence principale. C'est-à-dire que si vous achetez une résidence principale, peu importe votre âge, peu importe si c'est la première, si c'est la troisième, si c'est la 15e, vous avez la possibilité de débloquer votre PER en présentant à l'établissement qui est dépositaire de ce PER le justificatif du notaire selon lequel votre apport immobilier pour cette opération provient du PER. Donc, c'est une enveloppe qui va vous permettre de préparer votre retraite parce que ça va être bloqué jusqu'à votre retraite, sauf quelques cas de déblocage anticipé. Et un peu la récompense qui est offerte face à ce blocage qui peut être quand même assez gênant à l'échelle d'une vie active qui peut durer peut-être jusqu'à 45 ans, je ne sais pas. En tout cas, à l'échelle d'une vie active qui peut être assez longue, c'est la défiscalisation. Et donc aujourd'hui, ça je le dis bien et je le répète, c'est la seule enveloppe d'investissement qui offre de la défiscalisation sur ce que vous versez à l'intérieur. On va avoir des enveloppes dont je vous ai déjà parlé sur des précédents webinaires comme le PEA ou l'assurance vie qui vont offrir des avantages fiscaux à la sortie, donc où il va y avoir une sorte de défiscalisation dans le sens où vous allez payer moins d'impôts sur les gains que si vous l'aviez fait en direct. Mais le PER est quand même la seule enveloppe qui vous permet de réduire vos revenus imposables et donc votre imposition en investissant dessus. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est sur ça que je vais essayer de vous expliquer le mécanisme dans la suite de ce webinaire. On est vraiment sur une enveloppe qui est un peu dédiée à ce projet-là. Donc, quand on choisit l'établissement avec lequel on se lance pour son PER, on part quand même sur des horizons de temps qui sont assez importants. Donc, il faut faire attention à qui on choisit et comment on le fait. Bien que, je vous le redis une nouvelle fois, et c'est normal que je me répète, c'est que vous êtes assez nombreux ce soir, donc j'essaye de bien renouveler l'information pour que tout le monde l'ait. Même si vous ouvrez votre PER auprès d'un établissement bancaire et que vous essayez de faire de votre mieux, si au bout d'un moment vous trouvez chaussure à votre pied, il est possible de transférer ces PER, ce qui n'est pas le cas pour les contrats d'assurance vie. Je continue. La défiscalisation, puisque j'imagine que c'est quand même peut-être pour ça que vous vous êtes connectés ce soir. C'est en quoi le PER me permet de défiscaliser et c'est là qu'il y a l'équation la plus compliquée de votre journée, peut-être. En tout cas, moi, c'est la mienne, c'est sûr. C'est réduction d'impôt égale TMI fois montant des versements sur l'année. Donc là, ça fait peut-être un peu mal. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le vif du sujet. En quoi le PER permet de défiscaliser? C'est bien simple. Tout l'argent que vous versez sur votre PER va venir en réduction de vos revenus imposables. Dans une certaine limite, évidemment. On le verra juste après. Mais donc, du coup, si vous versez 10 000 €, je prends un exemple très classique, sur votre PER, donc ça veut dire que moi, je suis dans une logique de préparer ma retraite, j'ai 30 ans, je mets 10 000 € sur mon PER et ces 10 000 € qui resteront bloqués jusqu'à ma retraite, je suis très contente, j'ai épargné pour mon futur. Si je veux chercher un petit peu quel est le gain fiscal que ça m'apporte, c'est que mes revenus imposables vont être diminués de 10 000 €. Et donc, pour trouver l'équivalent en impôts économisés, je vais appliquer le taux d'imposition qui est le mien à ce revenu que j'exonère de fiscalité. Vous allez voir, ça sera peut-être plus simple avec un petit exemple. Mais du coup, ça me permet de vous intégrer une notion très importante qui est la tranche marginale d'imposition ou le taux marginal d'imposition. Chacun y va un peu de son petit vocabulaire. En tout cas, quand vous entendez TMI, c'est vraiment le taux marginal d'imposition, la tranche marginale d'imposition. Quel est votre taux d'imposition en fait sur les revenus que vous percevez cette année? Donc, si je verse 10 000 € sur mon PER et que je suis à une TMI tranche marginale d'imposition de 30%, on peut estimer que du coup, ma réduction d'impôt, c'est 30% fois ce que j'ai réussi à extraire de ma fiscalité de l'année suivante, donc à peu près 3 000 € en l'occurrence dans mon exemple. Petit point d'attention, avant de tous vous perdre, je déduis à l'entrée du PER, mais ce que j'ai déduit sera réintégré
au moment où je vais sortir. Donc, je suis toujours dans mon exemple de Valentine qui verse 10 000 euros sur son PER en 2024 et qui espère être à la retraite en 2050. Ce serait très bien. Si mes 10 000 euros que j'ai versés en 2024 ont donné lieu à défiscalisation à l'entrée, ce que je vais ressortir en 2050, les 10 000 euros que je vais ressortir pour me payer une partie de mon complément de revenu à la retraite, sera réintégré dans mes revenus imposables. Et c'est en général là-dessus que il peut y avoir des voix qui vont contre le PER, et je le comprends totalement. C'est que du coup, on se dit quand même que finalement, la défiscalisation offerte par le PER, c'est plutôt quand même à considérer comme une avance de l'État. Donc, c'est-à-dire que l'État, quand en tout cas ça donne lieu à défiscalisation, vous dit, bah, c'est très bien, Valentine, cette année, tu me verses 10 000 euros sur ton PER, bravo de préparer ta retraite, ça te donne une réduction d'impôt de l'ordre de 3 000 euros estimée, puisque tu as été mis à 30%. Mais par contre, sache que dans 35 ans, ben, quand tu réintégreras les 10 000 euros à ton revenu imposable, parce que tu sortiras cet argent de ton PER pour vivre, retraite, il faudra dans ces cas-là payer l'équivalent, donc ta tranche marginale d'imposition fois le revenu perçu. Et donc, si je suis toujours dans une tranche marginale à 30%, il me demandera de payer 3 000 euros d'impôt. Donc, c'est vraiment, OK, un décalage. Par contre, et c'est tout l'intérêt évidemment de la finance et de l'investissement, 3 000 euros aujourd'hui en 2024 d'économie d'impôt. Si je ne les dépense pas, que je les fais travailler et que j'y mets un peu une stratégie de performance, deviendront bien plus que les 3 000 euros que je devrais payer à la sortie. Donc, il y a quand même un enrichissement autour du PER qu'il faut avoir en tête. Mais c'est vrai que ce sont des vases communicants et je sais que parfois, certains interlocuteurs et certains professionnels ont tendance à ne pas forcément le mettre en avant. Il faut bien avoir en tête que ce que je défiscalise à l'entrée, si ça a donné lieu à défiscalisation, donnera lieu à fiscalité à la sortie. Donc, tout l'intérêt est d'être bien accompagné justement pour investir cet argent et qu'il ait généré davantage d'intérêt que le coût fiscal que ça aura à la sortie. Du coup, dans quel cas il peut être intéressant pour vous d'utiliser cette solution ? C'est ce que je vous dis à l'instant, faire fructifier cette réduction d'impôt en attendant la retraite. Donc, si on considère que là, moi, à 20 ans, à 25 ans de ma retraite, ça m'offre tous les ans une réduction d'impôt de 3 000 euros et que ces 3 000 euros, je les fais travailler, je les investis et j'essaye de me créer un matelas de sécurité, ben, normalement, tout ça va bien faire fonctionner mon capital et m'offrira un complément de revenu intéressant pour la retraite. Ça va être aussi intéressant si j'anticipe une baisse de TMI au déblocage. Je m'explique. En France, on paye des impôts sur ses revenus et c'est un barème progressif. Donc, plus vous payez des impôts, plus vous avez des revenus importants, plus le taux d'imposition va être important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de tranche marginale d'imposition. Le gros de la tranche, c'est 30%. Mais imaginons que aujourd'hui, j'ai des revenus qui font que j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, mais que j'aurai une toute petite retraite. Bizarre, je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être que certains systèmes vont en faveur de réduire nos pensions retraite. Donc, dans mes estimations, aujourd'hui, je suis à une tranche marginale de 30%. Demain, quand je vais partir à la retraite, je serai à une tranche marginale de 14%. C'est la tranche d'en dessous. Si j'ai mis 10 000 euros aujourd'hui qui m'ont permis d'économiser 10 000 fois 30%, 3 000 euros d'impôt, et qu'au moment de ma retraite, les 10 000 euros vont être imposés à 14%. Donc, ça veut dire qu'on va me demander de payer 1 400 euros d'impôt. Du coup, là, l'économie d'impôt que j'ai fait à l'entrée est plus importante que l'impôt que je devrais payer à la sortie. Donc là, pour le coup, vraiment, le PER est super intéressant parce que, à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus juste un décalage de t'économises 3 000 euros maintenant, tu me devras 3 000 euros à la sortie. Là, t'économises 3 000 euros maintenant et à la sortie, tu me devras 1 400. Donc, il y a un vrai gain, en l'occurrence. Ce qui est souvent le cas
pour les personnes qui vont avoir des grosses TMI. Donc, c'est mon dernier cas, j'en saute un. Si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes sur une TMI, une tranche marginale d'imposition très élevée, donc si vous êtes à 41%, 45%, donc vous avez des gros revenus aujourd'hui, c'est rare, mais bon, ça arrive et c'est tout ce que je vous souhaite, qu'à la retraite, on arrive à rester sur ces tranches d'imposition très hautes. Ça veut dire que même à la retraite, on continue à avoir des revenus qui sont très importants. Et donc, bon, c'est rare, mais ça arrive. Pour les personnes, en tout cas, le gros de la population qui peut-être va avoir 5 années, 10 années de sa vie sur des tranches d'imposition très élevées, mais qui finalement, à la retraite, retombera sur des taux marginaux d'imposition beaucoup plus classiques, bah, là, le fonctionnement que je viens de vous décrire fonctionne à plein. Et enfin, le dernier cas où ça peut être intéressant d'avoir un PER, c'est quand on a des revenus très fluctuants, parce que du coup, grâce au mécanisme que je vous décrivais de dire ce que je verse sur mon PER, je le réduis de mon revenu imposable, je peux lisser en fait en fonction des années. Donc me dire moi pour que ma fiscalité fonctionne bien et que mon budget soit équilibré, je veux partir sur la base d'un revenu de 50 000 euros par an, un revenu imposable de 50 000 euros par an. Et donc s'il y a des années où on a plus de revenus et que d'un coup on est à 70 000 euros de revenus imposables sur l'année, le PER offre ce fonctionnement de pouvoir dire ok, cette année, comme j'ai eu une hausse de revenus importante, pour pas que ma fiscalité explose, je verse X euros, par exemple 20 000 euros dans mon exemple sur mon PER, ce qui me permet de stabiliser mon revenu imposable à 50 000 euros. Donc pour le coup, le PER permet aussi de faire face aux revenus fluctuants. Bon, plutôt dans un sens que dans l'autre. C'est plutôt il y a des années où vous gagnez plus que les années précédentes, pour lisser un peu la fiscalité, vous pouvez verser sur votre PER. Malheureusement pour nous, ou heureusement, mais je pense que c'est quand même plutôt malheureusement, à l'échelle individuelle du moins, vous pouvez pas déduire autant que vous voulez. Notamment dans mon exemple, ça va pas tout à fait fonctionner de dire très bien, je gagne 50 000 euros par an, je vais verser, j'ai reçu un héritage, je sais pas. En tout cas, vous avez de l'argent de côté et vous vous dites moi, ce que je veux, c'est l'année prochaine pas payer d'impôts, donc je vais verser 50 000 euros sur mon PER et donc du coup, je paierai 0 impôt. Malheureusement, en effet, comme je vous disais, à l'échelle individuelle, ça a été contrecarré par un fonctionnement proposé par l'administration fiscale qui est le plafond de déduction sur son PER. Et le plafond va être différent en fonction de si vous êtes salarié ou si vous n'êtes pas salarié. Je passe vite pour ne pas perdre tout le monde et surtout parce que vous allez voir, tout est dans votre fiche d'impôt. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître ces règles par cœur. Simplement, gardez en tête que si vous êtes salarié, donc que vos revenus professionnels sont vraiment relèvent du salariat et donc ils apparaissent vraiment comme traitement et salaire dans votre fiche d'imposition, alors le montant maximum de déduction que vous pouvez faire, auquel vous pouvez prétendre, c'est 10% de vos revenus professionnels de l'année dernière. Donc, en l'occurrence, j'ai gagné 50 000 euros en 2024. Le maximum que je vais pouvoir déduire, c'est 5 000 euros. Donc, si je verse 5 000 euros sur mon PER, mon revenu imposable devient 45 000. Si, par contre, je verse 10 000 euros sur mon PER, normalement, je vais avoir 5 000 euros qui vont bien me donner lieu à déduction. Donc, je vais bien avoir un revenu imposable de 45 000 euros. Les 5 000 euros que j'ai versés en plus, c'est pour préparer ma retraite, etc. Mais ça n'a pas d'intérêt en termes de défiscalisation. Pour les revenus les plus faibles, donc des personnes qui auraient des revenus professionnels, salariés, inférieurs à 46 368 euros, il y a un plancher qui est fixé à 10% du PAS. Le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, si par exemple, l'année dernière, cette année, vous anticipez d'avoir des revenus de l'ordre de 35 000 euros, si j'appliquais juste la règle 10% de 35 000 euros, ça veut dire que ma défiscalisation maximale est de 3 500 euros. Cadeau de l'administration fiscale, vous pouvez déduire jusqu'à 4 637 euros ou 38. D'ailleurs, je ne sais pas qui a fait cet arrondi, mais dit comme ça, c'est peut-être plutôt 38. À vérifier. En tout cas, à l'euro près, ça se joue et vous pourrez déduire plus du coup que 10% de vos revenus si vos revenus sont inférieurs aux 46 000 euros du plafond annuel de la sécurité sociale. Si vous êtes TNS, travailleur non salarié, indépendant, profession libérale, médecin, avocat, à votre compte pour développer de l'aromathérapie ou bref, ce que vous voulez,
eh ben, l'administration fiscale considère que vous avez encore plus besoin que les autres de préparer votre retraite et donc vous avez un plafond de déduction plus important que si vous êtes salarié, puisque le calcul peut donner mal à la tête, mais encore une fois, ne vous embêtez pas à l'apprendre par cœur, tout est sur votre fiche d'impôt. Vous allez avoir un plafond de déduction égal à 10% de vos bénéfices imposables plus 15% du delta entre votre bénéfice imposable et le fameux PAS. Je m'arrête là. Je ne rentre pas dans les détails des calculs. Sachez qu'en tout cas, nous, chez Mon Petit Placement, tous les conseillers sont formés pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Mais je ne rentre pas dans des considérations trop théoriques. Et je vous propose du coup, après toute cette émulation, de vous présenter en fait où vous pouvez trouver cette information. Tous les ans, vous recevez votre fiche d'impôt pendant l'été qui vous dit du coup combien vous avez perçu l'année dernière, combien vous devez payer cette année, voir s'il y a une régularisation par rapport à votre prélèvement à la source. Et il vous donne d'autres informations assez intéressantes que sont votre taux marginal d'imposition. En bas à droite, vous le voyez. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, ce soir, prendre votre fiche d'impôt et faire vos petits calculs. Donc, en fonction du taux que vous avez là, taux marginal d'imposition, vous vous dites, OK, si je verse du coup 10 000 € cette année sur mon PER, avec ce taux d'imposition, ça me fait une économie d'impôt de X. Au moins, là, je vous remets rapidement la formule qui était… je suis allée trop vite. La formule qui est là. La réduction d'impôt qui est offerte par un PER est égale au taux marginal d'imposition fois le montant des versements. Et le taux marginal d'imposition, vous l'avez sur votre fiche d'impôt ici, en bas à droite. Donc, déjà, c'est une information qui vous permettra de faire vos calculs. Ensuite, en ce qui concerne les plafonds, donc, est-ce que vous voulez essayer de commencer à calculer 10% de mes revenus de l'année dernière, etc. Non, vraiment pas. Et en plus, il y a un risque d'erreur qui est quand même assez important. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les lignes qu'on a surlignées sur la partie de droite de votre avis d'imposition, où vous verrez que vous avez le plafond de l'année dernière, donc en l'occurrence pour cette personne 4 399, et qu'il y a un petit cadeau offert par l'administration fiscale, c'est que vous pouvez aussi récupérer vos plafonds non utilisés des 2 années précédentes. Donc en tout, vous pouvez utiliser les plafonds des 3 dernières années tous les ans. Ce qui veut dire que en sommant tout ça, on va pouvoir défiscaliser sur 4 années de revenus. En l'occurrence, là, moi, c'est une fiche d'imposition qui a été émise en 2024. On voit qu'on pouvait… cette personne-là est un jeune actif, donc elle vient de commencer à travailler. Sur le calcul de ses revenus 2023, elle peut déduire 4 399. 2023, 4 114, parce que c'était du coup sur les revenus c'est le non utilisé. En l'occurrence, cette personne, elle avait versé sur son PER. 2022, non utilisé. 2021, non utilisé. Et donc ensuite, ils vous mettent gentiment la somme de tout. Donc en gros, en l'occurrence, cette personne-là, si elle voulait, parce qu'elle a touché de l'argent, elle veut vraiment faire une grosse économie d'impôt, elle pourrait se dire, OK, je peux verser jusqu'à 12 627 € cette année en me donnant droit à réduction d'impôt. En l'occurrence, 12 000, si vraiment elle disait, cette année, j'en ai ma claque, je ne veux pas payer d'impôt, donc je veux faire le maximum de la réduction fiscale, 12 627 € fois 30%, en bas à droite, ça lui ferait économiser quasiment 3 800 € d'impôts. Bon, si elle utilise les plafonds des années précédentes, par définition, l'année prochaine, ici, du coup, il y aura écrit 0 en face de ces lignes. Donc, on utilise les plafonds des années précédentes plutôt quand on a vraiment une grosse entrée d'argent et qu'on se dit c'est cette année que je peux utiliser mes plafonds parce que l'année prochaine, ça va se restabiliser, etc. Ce que vous voyez aussi et qu'on a encadré sur cette fiche d'impôt, c'est le revenu fiscal de référence qui, lui, est en bas de la première page. Et donc, ce que vous versez sur votre PER vient en réduction de ce revenu-là. Donc, il peut y avoir des cas, mais là aussi, on vous accompagne s'il y a besoin, où, en l'occurrence, cette personne-là se dit, c'est trop bien, j'ai des plafonds non utilisés, je mets tout d'un coup. Et donc, elle va prendre son revenu fiscal qui est de 35 000 €. Elle va verser 12 000 €. Ça veut dire que le revenu fiscal imposable devient 23 000 €. Et 23 000 € quand on est seul, on est dans la tranche à
14%. Donc là, en l'occurrence, d'avoir versé sur le PER l'a fait passer à la tranche d'imposition inférieure. Donc, le calcul est un tout petit peu plus compliqué pour connaître vraiment le gain d'impôt. Dans la plus grosse majorité des cas, on utilise le revenu, le plafond calculé sur les revenus de l'année dernière et ça suffit à lisser un petit peu sa fiscalité. Quand on va pouvoir, les cas où on va utiliser la somme de tous les plafonds non utilisés, c'est vraiment quand il y a par exemple une prime de départ, un gros revenu parce que d'un coup, toutes les heures supplémentaires sont payées ou alors une prime un peu exceptionnelle, une revalorisation de salaire importante. Voilà, à ce moment-là, on va pouvoir se dire, bon, bah, je lisse ce revenu un peu exceptionnel en allant solliciter mes plafonds. Dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que ces plafonds, là, on a le cas d'une personne qui déclare ses impôts seule, mais quand on a 2 déclarants, donc les 2 premières colonnes sont remplies, chaque déclarant a ses propres plafonds, puisqu'on calcule le plafond sur les revenus professionnels de la personne. Donc, le déclarant 1 va avoir ses plafonds, le déclarant 2 va avoir ses plafonds. Et il existe une tolérance fiscale où chacun des 2 époux peut utiliser indistinctement les plafonds de son époux ou du sien. Donc, en gros, on fait une grosse patate. Et si à vous deux, vous avez le droit de déduire 30 000 euros, vous allez pouvoir en profiter, même si c'est versé sur le PER de l'un d'entre eux. Là aussi, c'est des cas peut-être un peu plus exceptionnels. Je continue avec du coup un petit quiz time. Vous êtes salarié, célibataire, vous êtes sans enfant. Vos revenus en 2024 sont de 45 000 euros et votre tranche marginale d'imposition est donc de 30%. Quel est votre plafond de déduction d'impôt? Je vous laisse vraiment 1 minute 30. Le but n'est pas de vous faire fumer le cerveau, il est déjà 19h35, mais je voulais vous donner quand même un cas dans lequel vous pouvez peut-être vous reconnaître. Alors, quel est mon plafond de déduction d'impôt? Il est en effet de 4 637. Pourquoi? Parce que mon revenu imposable professionnel de l'année dernière est inférieur au PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Et donc, du coup, j'ai le droit au plancher de 4 637 euros. Si je décide de verser 3 000 euros, donc je peux verser jusqu'à 4 637 pour me donner droit à défiscalisation, enfin à réduction d'impôt. Si je décide de verser 3 000 euros, comme je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, j'aurai une réduction d'impôt, une économie d'impôt, un crédit d'impôt d'ailleurs, de 900 euros. Que je vous invite après évidemment à placer. Parce que si vous êtes toujours à 30% au moment où vous allez retirer votre cash à la retraite, on vous dira, bah, c'est très bien, vous retirez 3 000 euros, donc vous êtes à une tranche marginale de 30%, donc vous me devez 900 euros. Donc là, il faut quand même bien avoir investi ces 900 euros, sinon on se retrouve un peu déçu du fonctionnement du PER. On avait l'impression d'avoir défiscalisé, de pouvoir être parti en vacances avec ces 900 euros, puis en fait, on vous les redemande 40 ans après. Bon, c'est bien de les avoir un peu investis entre-temps quand même. Comment vous allez pouvoir simuler? Parce que bon, au-delà de toute la théorie, donc c'est vrai que c'est important pour moi de vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, tout le monde n'a pas la même passion que moi et peut-être que vous n'allez pas vous éclater à faire ce genre de calcul. On a développé, nous, un simulateur qui est disponible sur notre site, vous aussi d'ailleurs, j'espère qu'il vous plaît. Sur ce site, vous allez voir qu'on a créé du coup un espace où vous pouvez simuler plein de choses et notamment, si je vous invite à regarder en haut, du coup, dans le menu déroulant, la simulation pour la défisc. Là, vous allez pouvoir choisir différents indicateurs, à savoir quel est votre statut. Vous avez vu, c'est pas le même plafond en fonction de si vous êtes salarié ou travailleur non salarié ou même déjà retraité. Quels sont les revenus nets annuels du foyer? Donc là, je vous invite à bien mettre ce que vous avez vu, le revenu fiscal de référence en bas à gauche de la capture d'écran précédente. Le nombre de parts du foyer que vous avez, hop, ici, le nombre de parts du foyer en haut aussi, nombre de parts, là il y en a une, les revenus net fiscal il est ici. Donc vous indiquez un petit peu tout ça et vous dites combien est-ce que vous voulez placer. Donc malheureusement, notre simulateur aujourd'hui, on s'est dit que pour le rendre assez simple, il vous dit pas combien au max vous pouvez placer. Néanmoins, vous pouvez le faire à tâtons
parce que la petite jauge que vous avez là, optimisation fiscale, c'est justement quel est le potentiel du plafond que vous avez utilisé. Donc, par exemple, bon là c'est une vidéo, donc ça tourne en même temps, mais vous voyez, plus le curseur augmente sur le montant annuel placé, plus l'optimisation fiscale augmente aussi. Parce que quand on est à une optimisation fiscale de 100% sur notre simulateur, ça veut dire qu'on on a utilisé tout son plafond. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression qu'il y a un autre micro. Peut-être, Maxime, que tu as ton micro. Je t'invite, si c'est le cas, à bien le cut. Est-ce que c'est mieux? Je pense que Maxime avait fait son… Oui. Bon, désolé. Je vous disais juste la petite partie qu'il faut avoir, c'est l'optimisation fiscale que vous voyez là. Donc, en effet, nous, notre simulateur, pour rendre le truc simple, on s'est dit, on va pas mettre le max que vous pouvez verser. En plus, on connaît pas vos plafonds antérieurs si vous voulez récupérer les années précédentes. Donc, le seul moyen peut-être de s'en rapprocher, c'est de jouer avec la molette montant annuel placé en bas. Et vous allez voir, plus vous jouez avec ça, plus la jauge optimisation fiscale augmente. Et donc, en effet, ça revient. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce qui se passe, Hugo? Ah, tu penses que c'est ça? Je suis navrée. Bon, Maxime n'a pas son micro. Donc déjà, c'est pas ça. On entend des gens, mais je vous assure que je suis toute seule au bureau ce soir. Donc c'est très angoissant d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont la possibilité de jouer avec leur micro, mais si c'est le cas, je suis bien preneuse de ne pas le faire. Ah, ou sinon c'est sur la vidéo peut-être. C'est sur la vidéo que je vous mets en fait depuis tout à l'heure. Merci, en effet, vous l'avez compris avant moi. Donc je ne vais plus vous remettre cette vidéo, mais bref, allez jouer sur ce simulateur. Vous verrez, normalement tout est bien fait. Puis si vous avez des questions, comme d'habitude, on est sur le chat. Je passe du coup sur le PER de mon petit placement, puisque nous, on a choisi de sortir notre PER cette année. Alors oui, on n'était pas les premiers à le faire, on n'est sûrement pas les derniers non plus, mais on s'est dit que c'était important de rajouter cette corde à notre arc, parce que c'est une vraie volonté quand même de votre part de défiscaliser. Le PER de mon petit placement, pour que vous le sachiez, il est accessible à partir de 300 €. Donc, on a vraiment pris soin de pouvoir ouvrir toujours avec des minimums qui soient accessibles à tout le monde. C'est un PER qu'on a décidé de lancer avec la France Mutualiste, en grande partie parce que la France Mutualiste a un fonds euro qui est absolument divin, avec plus 4% net en 2023. Et je vous rappelle que la France Mutualiste ne pratique jamais de boost sur le fonds euro, pour ceux qui sont les plus avertis. Donc, c'est un taux qui vous permet quand même de savoir que l'argent pour votre retraite peut être sécurisé et continuer à travailler à des rendements largement supérieurs à l'inflation. On a des performances qui sont assez bonnes aussi sur notre PER. On a décidé de passer par la gestion pilotée. Donc, le but, c'est de se dire, OK, on va aller, plus on se rapproche du terme de la retraite, c'est nous qui allons nous occuper de sécuriser votre épargne pour que le jour du grand départ, même s'il y a eu un crack 3 semaines avant, ça n'impacte pas quand même votre retraite pour laquelle vous avez travaillé pendant 40 ans. Donc, une gestion pilotée et des frais qu'on a essayé de réduire au minimum. Après, c'est vrai que c'est de l'épargne retraite, donc il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, on n'a pas de commission de performance Mon Petit Placement, pour ceux qui la connaissent. On n'a pas de frais d'entrée, d'arbitrage, etc. Et ça, je me permets de le préciser parce que quand on commence, nous, un peu à regarder les transferts de PER, ce que vous avez par ailleurs… Bon, en général, il y a quand même pas mal de frais d'entrée. Donc, nous, on a décidé de ne pas en mettre. Et des frais d'entrée, et des frais de gestion qui sont de 0,8 par an pour la partie investie en unité de compte, 0,9 par an pour la partie investie en fonds euros. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que notre partenaire, la France Mutualiste, pour s'assurer d'être dans les temps et de ne pas vous faire de mauvaises surprises, accepte les souscriptions jusqu'au 13 décembre. Donc, quand on investit selon le principe que je vous ai décrit tout à l'heure, avant le 13 décembre, ça compte bien sur les revenus 2024. Donc, si vous avez besoin d'informations et d'aide pour cette souscription, il faut se presser un petit peu, mais on est encore dans les temps. Si vous voulez ouvrir un PER
Hugo vous met le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien. N'hésitez pas aussi, sinon, à passer par le chat, évidemment, à passer par les conseillers que vous connaissez peut-être déjà bien. Et c'est parti, je prends les questions. Donc, je vois qu'il y en a 24 dans l'onglet questions. Donc, on va voir celle pour laquelle vous avez le plus voté. Bon, il n'y a pas eu de vote. Bon, je vais les prendre quand même. Hello, pour le calcul du plafond, on doit bien prendre l'année en cours plus les plafonds non utilisés des 3 années précédentes. Donc ça, je vous renvoie à votre fiche d'impôt. C'est quand même le plus simple plutôt que de faire des calculs savants où malgré tout, on peut quand même un peu se tromper. Donc pour le calcul du plafond maximum, je vous invite en effet à regarder cette partie-là de votre avis d'imposition. Et surtout, en fait, au-delà de vous simplifier la vie, parce qu'il est déjà pas mal, en cas de contrôle fiscal, c'est bien de pouvoir justifier au contrôleur qui, en général, vous embête un petit peu, bah, j'ai versé cette somme-là parce que sur mon avis d'imposition, il y avait cette somme-là. Donc, avec un contrôleur fiscal, il vaut mieux lui expliquer que vous avez versé ce montant sur la base de votre avis d'imposition que sur la base de calculs savants que vous auriez fait sous Excel. J'en ai vu et je ne sais pas quelle est la valeur probante de ces calculs par rapport à un contrôleur. Romain, on va lisser la sortie. On va lisser la sortie. Ça veut dire qu'on va sortir progressivement du PER, c'est possible. Même si je passe à une tranche inférieure à la sortie, 14%. Je suis limite à la tranche supérieure. Je vais lisser des petits montants pour ne pas repasser à 30%. Enfin, après, ça dépend comment a été investi le... Romain, j'espère que tu es toujours là. Ça dépend comment a été investi le capital pendant la période. Si on est... à 30% quand on défisque, à 30% quand on réintègre les revenus. Le fonctionnement est gagnant si ça a créé beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de pouvoir d'achat en 30 ans d'investissement que le coût que ça a. Par contre, en effet, et on l'a pas mis dans les slides, on peut sortir de son PER en capital ou en rente. Donc, on peut aussi faire des calculs savants pour moduler un petit peu les revenus et ainsi, Hugo me fait des signes, et ainsi gérer un petit peu sa fiscalité aussi à la sortie. Tu voulais me dire quelque chose ? Une petite question dans le chat que je voulais aborder, surtout sur les frais et sur est-ce qu'on prend une commission de placement et sinon comment on gagne de l'argent sur le PER. Ah, bon, bah d'accord, je prends celle-ci alors. Donc, chez mon petit placement, on a choisi d'avoir une tarification. Hop, je vous remets sur la slide juste pour que vous l'ayez sous les yeux, qui se veut vraiment assez simple, puisque du coup, on va avoir uniquement... Ah bah ça marche plus mon truc. Ça n'a pas bougé chez toi non plus? Non. Bon, très bien. Hop. Ah, c'est là, pardon. J'arrive. Donc là, les frais. Je reviens sur les frais. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, des frais de gestion annuels de 0,8% et 0,9% en fonction de comment est investi votre contrat et pas de commission de performance. Comment mon petit placement se rémunère sur cette enveloppe? Ça va être par 2 biais. Le premier biais, c'est les rétrocommissions. Donc, les investissements dans lesquels vous allez investir une partie de votre épargne nous rétrocèdent une partie des frais que vous supportez. Donc, en vrai, comme on est distributeur de la solution financière, il y a une partie qui est rétrocédée au distributeur, c'est-à-dire à mon petit placement. Ça, c'est un fonctionnement qui est très courant et qui, en général, est assez neutre pour le client parce que vous, à chaque fois que vous regardez votre PER sur votre application, c'est toujours net de ses frais. Donc, en fait, ce qui se passe, et grosso modo, c'est quand même toujours le cas quand vous travaillez avec des intermédiaires financiers, il va y avoir du capital investi qui va créer des intérêts. Sur ces intérêts, il va y avoir les intermédiaires qui vous ont vendu ces produits qui vont servir et vous verrez ce qui reste après le partage des gains, des frais entre la gestion et votre distributeur. Donc, on va gagner de l'argent, nous, mon petit placement, par le biais de ces rétro-commissions. Et aussi, on va gagner de l'argent tout simplement par les frais de gestion annuels, les 0,8 et les 0,9, où du coup, nous, on touche aussi une petite partie de cette tarification annuelle. C'est bon. Ça répond à la question.
Écoutez, ce que je vous propose, je prends encore une ou deux petites questions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et merci beaucoup. Pour Ambre, est-ce possible d'ouvrir un PER même si on vit à l'étranger? Alors, ce qui va compter, c'est pas tellement où est-ce que vous vivez, c'est où est-ce que vous payez des impôts. Donc, est-ce que vous êtes résidente fiscale française ou pas? Si on n'est pas résidente fiscale en France, ça veut dire qu'on ne paye pas d'impôts à l'État français. On n'a pas le droit au PER. Pourquoi? Parce que le PER est un dispositif qui a vocation à défiscaliser, qui est encadré quand même par l'administration fiscale française. Donc, peut-être que vous trouverez des intermédiaires qui vous disent « Ah bah si, vous pouvez ouvrir un PER, etc. » Ce sera plus tous les inconvénients du PER, donc bloqué jusqu'à la retraite, etc., sans les avantages, puisque vous ne pouvez pas ouvrir un PER en France et demander à ce que l'argent que vous versez sur votre PER en France réduise les impôts que vous payez en Hollande. En gros, c'est France, quoi. C'est franco-français. On peut le dire. Si je transfère les sommes versées sur l'article 83 de mon PER, ai-je la défiscalisation? Alors non, en effet, merci Cyril pour cette question. La défiscalisation, elle va avoir lieu sur les versements volontaires, donc sur la partie individuelle de votre PER. L'article 83, c'est un tiroir collectif, donc c'est une partie d'épargne retraite qui est gérée collectivement en général par l'entreprise. Ça donne pas lieu du coup à défiscalisation. Ce qui va donner lieu à défiscalisation, c'est vraiment votre investissement volontaire à votre initiative sur votre PER individuel. Les TMI n'évolueront pas au cours des années. Évidemment que les TMI évoluent sous l'effet de l'inflation, de nos politiques, de nos gouvernements, de nos projets de loi de finances. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait juste une tranche à 14%. Maintenant, il y a aussi une tranche à 11%. Certains plaident pour que ça s'arrête pas à 45%, que ça continue à monter plus haut en fonction des revenus. Donc évidemment que les TMI peuvent changer. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Et j'ai l'impression que les autres questions ont été répondues en fait par Max et Hugo. Merci beaucoup. Romain a posé une question. Et Romain. La gestion pilotée est sur les fonds que vous proposez déjà, Intrépide, etc. Ou c'est une gestion totalement différente du type classique, un choix de profil dynamique, équilibré, prudent, avec une sécurisation progressive à l'approche de la retraite. Option 2. Monsieur Erail. On est sur une gestion qui va être complètement automatisée avec 3 profils. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont les mêmes noms que ceux que tu mentionnes. Donc, comme quoi, on est vraiment rentré dans quelque chose qui se veut simple, lisible. On choisit son profil de risque et ensuite, on se laisse porter avec une sécurisation progressive à l'approche de la retraite. Nous, notre gestion, elle est faite sur des OPC et des ETF. Donc, quand vous choisissez dynamique, équilibré, prudent, le but est vraiment d'aller sur des supports financiers qui après vont être gérés jusqu'à votre retraite. Il y a une possibilité d'avoir aussi un PER en gestion libre. Et dans ces cas-là, mais donc en gestion libre, ça veut dire que c'est vous qui devez penser à 10 ans de votre retraite à commencer à sécuriser petit à petit. C'est pas automatique, mais c'est possible. Et quand vous choisissez de faire un PER en gestion libre, dans ces cas-là, vous avez le choix de nos portefeuilles classiques, Intrépide, Ambitieux et Plan B. Merci à vous, Romain. Eh bien, une dernière alors. Une petite confirmation pour ceux qui se demandent si on peut avoir plusieurs PER et si j'ai déjà un PER, est-ce que je peux le transférer? Donc, on peut avoir plusieurs PER. Il n'y a absolument aucune contre-indication. À l'inverse, d'ailleurs, je le glisse ici, mais du PEA où vous avez le droit d'en avoir qu'un seul ou du livret A aussi où normalement vous n'avez le droit d'en avoir qu'un seul. Le PER, on peut en avoir autant qu'on veut. Simplement, il y a quand même un vrai enjeu de centralisation. Et donc, en effet, la possibilité de transférer s'étudie réellement pour la simple et bonne raison qu'on peut vite se mélanger les pinceaux, verser un petit peu sur le PER A, un petit peu sur le PER B, puis finalement, du coup, se rendre compte que on a dépassé les plafonds auxquels on avait le droit, donc finalement, je suis dans l'illégalité, ou alors se dire que j'avais un PER là avec des frais d'entrée, un PER là, il n'y a pas de frais d'entrée, mais par contre, les frais de gestion sont énormes. Et donc, grosso modo, c'est des horizons de temps qui sont très longs, le PER. En général, on commence à avoir un PER aux alentours de 30-35 ans. Donc, on a quand même encore au moins 25-30 ans d'investissement. C'est quand même bien de savoir comment est investi l'argent, quelle est la dose de frais qu'il supporte. Et c'est important de garder cette liberté de faire des transferts, évidemment.
Mais je pense qu'il vaut mieux avoir un gros PER et après, si ça se passe pas bien, transférer ce gros PER d'un point à l'autre que plein de petits PER à droite à gauche. Ça, c'est ma réponse, c'est mon conseil parce que on parle de votre retraite quand même. Donc, quand vous regardez les infos et que tout le monde s'en inquiète, si vous, au moins, vous avez une vision parfaite de ce que vous faites pour votre retraite, combien ça vous coûte, combien ça vous rapporte, je pense que ça peut répondre à un besoin de sécurité assez important. Oui, je suis désolée, le livret A, normalement, on n'en a qu'un seul parce que j'ai appris cette semaine que qu'il y avait des personnes qui arrivaient, je ne sais pas par quel miracle, à en avoir plusieurs. Et c'est vrai que c'est quand même une enveloppe intéressante, le livret A. On ne paye pas d'impôt sur les gains, c'est actuellement à 3%. En avoir plusieurs, c'est quand même sympa. Mais normalement, vous n'avez pas le droit. Oui, un par enfant. C'est vrai. Je vois les petits malins. Attention à ce que vous faites sur votre PER, hein, parce que c'est assez regardé. Franck, très simple. Si il y a un décès avant la retraite du PER, c'est transmis aux personnes que vous aurez désignées comme bénéficiaires de votre PER. Donc, quand vous allez souscrire le PER, on va vous dire justement à qui doit revenir cet argent si vous décédez de façon complètement, enfin si vous décédez d'ailleurs, parce qu'en général c'est quand même jamais prévu. Donc on va vous demander à qui doit revenir cet argent. Au moment du décès, nous on est prévenu de votre décès, on ouvre le dossier, on dit il nous avait demandé de donner l'argent à XXX. En général, en effet, ce sont ses enfants. Et là, ça supporte une fiscalité très proche de la fiscalité de l'assurance vie. Donc en l'occurrence, si vous décédez avant vos 70 ans, c'est une enveloppe qui permet une transmission quasiment sans imposition. Voilà, Hugo vous a remis le détail. Bon, j'ai perdu un peu de monde, mais pas tant que ça. Donc, je vous félicite parce que le 19h-20h sur le PER, il est quand même très compliqué. Sachez que mes équipes et moi, on est sur le pont jusqu'au 13 décembre pour vous accompagner. Voilà, c'est une enveloppe qui a ses avantages, ses inconvénients. En tout cas, je voulais vous présenter les deux aspects de cette enveloppe et vous donner un peu de lisibilité sur ce sujet-là. C'est très important chez mon petit placement que les gens comprennent ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs de produits financiers qui ont parlé du PER. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ça, que vous saurez prendre la bonne décision. Gardez bien en tête que c'est une épargne qui va être bloquée, sauf si vous avez une acquisition de résidence principale dans les prochaines années. Donc, vous pouvez défiscaliser aujourd'hui, ressortir dans 3-4 ans pour une résidence principale. Simplement, gardez bien en tête qu'à ce moment-là, ce sera réintégré à vos revenus, donc ce sera toujours un décalage d'impôt. Et à l'échelle de 3-4 ans, généralement, ça fait pas beaucoup de petits. En tout cas, on fait de notre mieux, mais c'est pas autant qu'à l'échelle de 30 ans. Et je m'arrête là-dessus. Comme vous voyez, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Moi, en tout cas, il me permet d'en parler pendant des heures. Donc là, je m'arrête, mais vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas de votre attention.